Ok les gars, au moment où j'écris le texte, nous sommes le 5 mars. J'enregistre la voix le 13 mars, et avec le montage, je sais pas quand et comment ça va sortir. On a littéralement moins d'un mois pour sortir le poisson d'avril. On a foutu quoi là? Salut, bah écoute, la vie privée, la lassitude et tout... On gagne du pognon depuis octobre, et tu me parles de lassitude? Le problème c'est qu'on fait du contenu niche, donc on gagne moins qu'un livret A, et la vidéo Évangélion, bah, elle nous a vidé. Série de merde, des montages chiants car il faut baiser les copyrights, donc tu m'étonnes. Bon, ok. Bon, le prochain projet, c'est une blague de 1h30. En gros, on va jouer un light novel à la con. C'est un de mes jeux préférés dans la vidéo. On va prendre le truc hyper con, hyper stupide au début, puis parler de la face cachée du truc, et rendre le truc super triste et sérieux. Donc on va parler de... Chef, j'ai laissé la cage des pigeons ouverte. On peut pas faire la vidéo. Parfois, il faut savoir fermer la cage alors que les oiseaux sont dehors. Retournez à vos tablettes de chocolat. Bon, des idées? Non, psychopathe. Non, psychopathe. T'en as parlé en plus l'année dernière, ça ferait un peu un lien. Pitié? Non. On fait un feat avec Serdera et Gibbs. Ok. Ah ouais, il est pas compliqué à convaincre. On va se faire strike, bordel. Ah là là. On est le 1er avril. Enfin, normalement. Comme chaque 1er avril, on parle d'un contenu érotique super sympa. Oui, on est qu'au 2e épisode, mais voilà, on espère qu'on continue. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes mangas préférés. Nozoki-Hana est à l'heure actuelle dans mon top 3 manga. Comme je l'aime appeler dans ma trinité des mangas, mon classement manga animé doit être l'un des plus bizarres du YouTube Game, car je ne suis pas un fan de shonen, qui a en général la même recette pathétique. Moi mon truc c'est les seinen sérieux et les histoires de cul. Oui j'aime les ecchi, les hentai, mais avec de bonnes histoires. En gros tout commence avec t'es sûr que tu veux en parler? Tu voulais pas genre faire un truc rapide? Ouais, t'as raison. Donc on reprend. Nozoki-Hana est un manga de Onawako. Alors Wako, quand la pause s'impose, c'est une mangaka. Elle fait que des mangas ecchi érotiques et on n'a aucune putain d'info d'elle. Pas une photo de dispo, pas une interview, absolument rien. D'ailleurs, j'ai aucune info sûre que ce soit une femme. Ce manga est un seinen ecchi de romance, de school life et une tragicomédie, même si c'est vachement plus tragique que comédie. Édité par Shogakukan en VO et Kurokawa en VF, il existe 13 tomes. La série commence en janvier 2009 et le dernier chapitre sort en février 2013. Un OAV sort à la fin du manga fin février, reprenant des extraits des 3 premiers tomes en les adaptant. Et enfin, un live action en juin 2014. Alors, comment j'ai découvert cette œuvre? Ah bah pour la blague, on va dire que t'as trouvé l'OAV sur Pornhub en cherchant un truc pour te branler vers ta période fin collège. Oui. Attends, tu viens vraiment de balancer ça en direct? Ouais, et c'est pas fini, tu veux une autre anecdote? Non. Bah, tant pis, c'est ma chaîne, donc en gros, j'ai pas dépensé un seul centime pour avoir la collection. J'ai juste utilisé l'argent du contribuable. Sérieusement? Ouais, j'ai balancé mon passe culture dans Nozoki-Hana et Berserk. Mais pourquoi? Bah, Macron m'a offert de l'argent pour mes 18 ans. J'ai accepté parce que voilà, merci, mais je l'aime pas, donc j'ai exprimé ma colère en achetant la collection, en l'affichant partout sur internet. T'es un putain de ravagé, mec. Je sais. Donc on va commencer par un synopsis. Ensuite on racontera le début avec le manga et l'OAV, et parler des différences. Donc en gros les 3 premiers tomes. Puis on fera une pause pour parler d'un sujet sérieux qui mélangera un sujet sensible et du spoil direct. Puis on racontera le reste. Cette vidéo, comme pour DxD, a pour but de raconter l'œuvre avec des spoils de plus en plus gros. N'hésitez pas à utiliser les timecodes. L'histoire se passe aux côtés de Tatsuhiko Kido, qui s'installe à Tokyo pour intégrer une école d'art. Dans sa nouvelle chambre, il découvre un trou dans le mur qui lui permet de voir secrètement sa jolie voisine. Mais cette dernière possède une photo très compromettante de Tatsuhiko, l'obligeant à s'exhiber à son tour. Et comme si cela ne suffisait pas, sa voisine est également l'une de ses camarades de classe. Synopsis de Wikipédia ne représentant que les 3 premiers chapitres, donc que dalle, mais t'as compris le truc. Sur les 13 tomes, l'OAV qui dure environ 55 minutes ne reprend que les 3 premiers tomes, et pas tout en plus. On va voir ça, vous allez comprendre. Notre manga commence donc... Putain, bah merci Psychocensure d'être toujours là quand on a besoin de lui, même si on voudrait qu'il ne soit pas là dans ces moments précis. Donc on commence dans l'appart de Tatsu, il célèbre son arrivée avec son meilleur pote, Yonegawa Yoneyama. Yo mec. Qui, je vous laisse deviner ce qui arrive au personnage masculin secondaire et compagnon du héros dans les ecchi. Et oui, c'est encore moi, toujours aussi transparent comme mon gars Yonekawa Nomera, avec un blaze aussi claqué que ma visibilité. Merci Serdera. Dans l'OAV, il n'apparaît pas au début.
On passe directement au plan suivant qui est Seigneur Dieu, mais je risque le strike, moi! Tout ça pour 400 vues, sans un sou! Je perds mon temps, moi! Quelle vie de merde! Bon, pour ceux qui se poseraient la question, même si bon, ça se voit, enfin... Non, vous voyez pas, merci psychocensure. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est plus hard que dans un ecchi random. Mais cette œuvre est bien Peggy 16, car on voit ni les vagins ni les pénis. Il n'y a que les poitrines et les rapports mais sans plus. D'ailleurs, pour l'OAV, donc il se rend compte de ce qu'il a vu, Tatsu décide de s'excuser, se pète la gueule dans ses nichons, elle prend une photo de lui puis le menace en proposant et en obligeant à un jeu de voyeurisme. Donc en gros, lundi, mercredi, vendredi, il a le droit de la mater, mais mardi, jeudi, samedi, c'est elle qui a le droit. Et le dimanche, c'est jour de repos. Comme quoi, le code du travail fonctionne aussi dans ce genre de situation. Tatsu refuse, mais il se rend compte que, en plus qu'elle soit un peu psychopathe sur les bords, elle est dans la même école que lui. On fait après la connaissance de plusieurs personnages, Makiko, Yuri, Ori et le professeur Shuko. Tout le monde discute et apprend à se connaître. Si dans le manga ça prend tout son temps, pas de soucis, l'OAV accélère tout et réduit énormément les relations et la visibilité de Yone et Makiko. On arrive ensuite à la première scène hot. Yuri drague Tatsu et commence à se faire plaisir. Visible dans l'OAV mais accéléré, pas le temps de bouffer ou de travailler, on passe direct à la scène du hot dog. Sauf que bon, c'est minuit, un jour où Emiru a le droit de regarder. La scène est assez comique, dans tous les cas avec un Tatsu le cul entre deux chaises, à la fin ça ne conclut pas. Le père de Yuri l'appelle pour entrer, et malheureusement Tatsu ne peut rien faire à Emiru car il a caché le secret du trou à Yuri. Ensuite Ori arrive, drague Emiru, et on met ça de côté. Ensuite, deux scènes inversées dans le manga et l'OAV, officialisation de la relation Yuri-Tatsu et repas avec Shuko. En soi, rien d'important dans l'ordre. Il y a après l'histoire de Shuko qui essaye de se faire Tatsu sous les yeux du voyeurisme de Emiru, s'ensuit dans le manga énormément de passages coupés non présents dans l'OAV, notamment qui renforcent la relation Yuri-Tatsu, puis un passage dont on reviendra plus tard. On arrive dans le manga une scène qui conclura la fin de l'OAV, car de base cette scène suit la scène coupée, mais vu qu'elle est coupée et qu'elle conclura la fin de l'OAV, car de base cette scène suit la scène coupée, mais vu qu'elle est coupée et que le réalisateur voulait la garder, mais pas la scène coupée, ils ont pris la scène qu'ils voulaient garder et la mettre dans la prochaine scène qui suit, sans penser à la scène qui est coupée. Tu viens de perdre 3 personnes dans le fond là. On arrive dans la scène finale de l'OAV, qui se trouve dans le chapitre 19 du manga. Les vacances à la plage. Dans l'OAV, rien de compliqué, ils sont à la plage, la scène du casier avec des randoms, la scène de la chambre, un peu de remplissage de partout, du sel, du poivre, la scène plus tôt, et fin de l'OAV. Dans le manga, bien sûr, c'est pas des randoms mais des potes de Yone. Il y a la scène de déshabillage avec Makiko et Emiru, d'ailleurs toutes les scènes de la voiture sont supprimées, des scènes plus longues et complètes, puis la fin des vacances qui arrive sur un nouveau personnage mais on en parle après. Après avoir parlé des 2 trucs de côté. Pour des raisons logiques, aucune blague ne sera faite. Voici le timer pour skipper, que ce soit pour le sujet ou le fait que je vais spoil jusqu'au tome 10. Je remplacerai ce mot par des noms au pif. Nozokiana est vraiment une très belle œuvre, mais il y a des scènes parfois un peu choquantes. Déjà quand le héros ne baisse pas sa copine, il baisse d'autres filles. D'ailleurs, le tag principal de l'œuvre, c'est l'adultère. Sauf que Tatsu, c'est pas un connard de base. C'est même un des persos les plus gentils et purs de l'histoire, du manga et de la littérature. Non, c'est juste les filles qui lui demandent pas son consentement. Alors, la scène de Fabien Roussel dans l'OAV, c'est celle entre Emiru et Ori, qui est assez choquante à voir, même dans le manga. Ensuite, celle uniquement dans le manga qui touche Tatsu, et d'ailleurs tous les pots de moutarde qui arriveront dans l'œuvre seront uniquement sur Tatsu, où il se fait oasis tropicale par Ori et sa copine. Alors ensuite il y a les scènes où on peut se demander si c'est vraiment du T34, par exemple la scène de Shuko bourré qui essaye d'oublier son largage en se tapant Tatsu. Bon, selon les définitions, oui c'est bien un ninja, mais quand tu vois certains moments dans le manga, tu te poses des questions. La plupart du temps, c'est le fait qu'ils essayent de consoler quelqu'un. Des mauvais endroits au mauvais moment, il est à moitié forcé sans pour autant l'être entièrement, etc. Je compte environ 3 calopsites de Tatsu assez graves et très violentes. La première donc celle du tome 2 avec Ori, où Tatsu est attaché. Celle du tome 4 avec Shisato, où elle le balance sur un mur ce qui lui fait une commotion cérébrale et l'empêchant de se débattre, et le dernier dans le tome 10, où il se fait littéralement droguer au GHB par la belle-sœur de Emiru. Le pire c'est que en regardant de plus près, tout ça c'est même pas contre lui de base, c'est juste pour faire souffrir quelqu'un en particulier. Emiru dans le premier et le troisième, et Yuri dans le deuxième. Maintenant la question qui se pose, tout ça c'est pour apporter un message, pour dénoncer quelque chose, ou c'est juste du pur fantasme? J'ai encore du mal à comprendre. Maintenant, un dernier truc important. Le V-word chez les hommes, ça existe. Un homme peut exprimer un refus tout comme les femmes.
qu'ils soient abusés par des hommes ou des femmes. Certes, c'est une minorité, mais bon, ne vivons donc pas dans un monde où on accorde plus d'importance aux minorités qu'à la majorité? Une fille qui ne respecte pas le consentement d'un homme est du même niveau de gravité que l'inverse. Du même, attention. Pas au-dessus, pas en dessous. Peu importe le sexe, ça reste grave, voilà. Bref, je me devais quand même en parler, je ferme la parenthèse chiante et on reprend tout. L'OAV reste correct. Il n'est pas mauvais, mais il crée d'une façon où c'est juste une compile de scènes de boules, ne respectant pas toute l'histoire, car dans ce genre d'œuvre, il n'y a pas d'intérêt de montrer plus que ça les persos secondaires comme Yone ou Makiko. Bon, sinon en soi, l'avantage c'est qu'on n'a pas changé d'arc. Il y a des arcs au moins dans le manga? Ou aucune idée, j'invente, moi, disons que du tome 1 au tome 5, c'est l'arc du couple Tatsu-Yuri. Attends, ils se séparent? Bah oui, connard, les femmes c'est des slips, ça se change. Ah, putain, je vais me faire défoncer pour cette blague. Cette période permet bien sûr de connaître les personnages, de voir les relations entre nos deux tourtereaux qui se résument surtout à casser la baraque avec la poutre de Hoppama, sauf le week-end, car le père de Yuri refuse, sans plus de détails. Même s'il y a parfois les moments de complicité entre les deux, la relation entre Tatsu et Emiru reste tendue. Tatsu déteste ce qui se passe par peur d'avoir des problèmes de relation avec ses proches. Après l'OAV et donc après la plage, on continue l'histoire. L'ami d'enfance de Tatsu, Tamako, arrive. Vous vous doutez de la suite, mais ça finit en pleurs. Ensuite, nous avons le cas de Takahata, qui est un gars amoureux de Emiru, qui va subir la manipulation et qui montre que Emiru peut vraiment être cruel. Tatsu essaye de jouer au jeu, mais il foire l'heure, casse la règle et se fait corriger par Emiru, mais pendant la correction, Yuri arrive, ce qui est la merde. Et Tatsu, malgré qu'il s'en sort, trouve qu'il va trop loin. Ensuite, le passage de Shisato, que je reparlerai pas, puis on arrive à une amélioration de Makiko, qui va avoir un peu son passage principal. En gros, elle découvre que Emiru et Tatsu sont voisins. Makiko fait son coming out et elle et Emiru se font plaisir. Mais bon, le problème c'est qu'elle découvre aussi le trou et l'amitié est brisée. Tatsu déteste profondément Emiru car leur relation de voyeurisme est en train de détruire leur cercle d'amis. Ensuite, c'est nos cœurs qui sont brisés. On découvre que Yuri trompe Tatsu. Et Tatsu le découvre dans les bras de son vrai copain, le jour de son anniversaire. Le daddy de Yuri fait vachement jeune. Putain, le mental qu'il faut avoir. Et le pire c'est que le mec il a l'air sympa. Seul avantage, c'est qu'on voit enfin un visage amical et triste de la part de Emiru, nous montrant qu'elle reste humaine. Tatsu rompt avec Yuri, on croit avec cette rupture que Emiru va faire des efforts. Puis après un temps, elle redevient une manipulatrice froide. Après ça, on retrouve Makiko, qui décide d'accepter les excuses et de redevenir pote. Je le précise parce que vous avez déjà revu les autres persos, Ori, sa copine, Tamako, Shisato, le couple de la plage, etc. Bah ouais, c'est normal, l'autrice jette tous les personnages qu'elle crée. Perso, je trouve ça con. Donc Makiko revient avant le début du chapitre 48, pour montrer qu'elle reste un personnage secondaire. Donc nouvelle pelle de persos secondaires, Shiru, Ri et Madoka. Donc cet arc va se porter sur la relation entre Tatsu et Madoka, qui est l'inverse de Yuri et un perso un peu moyen, pas ouf, perso je l'aime pas. Mais avant que la relation soit officielle, go fourrer une modèle nue qu'on reverra pas. Hot hot. Après plusieurs scènes de Madoka, on arrive sur une nouvelle scène de placard qui pour le coup se passe plus chaudement. Tatsu a un problème de relation avec Emiru, où il ne sait pas s'il l'aime ou s'il la déteste. Et le problème c'est que c'est pas cool de kiffer quelqu'un d'autre quand t'es en couple. À partir du tome 8, si déjà Shiru et Ri étaient parfois assez limites, ils vont devenir des antagonistes. Ils vont apprendre l'existence du trou et vont faire du chantage pour avoir des demandes. D'un côté, Shiru veut juste des expériences en plus et lâchera le morceau après un coup de pression. Ri aime juste détruire, et entraînera Yone avec elle dans l'histoire. Alors pareil, sauvetage de situation grâce à une complicité de Yone qui ne ressortira pas indemne. Ensuite scène de voyeurisme. Après ça, Ri décide de se venger et capte tout à Madoka. Si au départ elle essaye de rester calme, Emiru va volontairement se faire détester pour sauver la relation. Spoiler, ça fonctionne. Violemment, mais ça fonctionne. C'est pas un speedrun de tout raconter, tu sais. Bah honnêtement, c'est une partie de l'œuvre que j'aime pas. Cet arc, on va dire, il est franchement moins bien que le reste. Madoka est vraiment quelqu'un de moyen et peu intéressant, et le duo Shiru-Ri sont juste très creux. Au final, seul le passage de Nao, l'artiste nu pour les intimes, et de Yone sont vraiment top. Donc après le dernier arc, donc du tome 10 au tome 13, c'est disons je pense le moment où Tatsu préfère Emiru que Madoka. Il va y avoir beaucoup moins de personnages car Yone n'apparaît plus, il est relégué à la poignée de persos tertiaires qui disparaît, donc tome 10, après des éléments de Madoka et Emiru, on fait la découverte du personnage de Tsugumi, la sœur, entre parenthèses, de Emiru.
Elle arrive à sympathiser avec Tatsu, pour découvrir tout de suite le secret du trou et avoir une douche. Emiru est malade et à 2 doigts de mourir après l'avoir reconnu. Puis scène avec Madoka avec Random Homme pour faire comprendre que la relation est quasi morte, puis de nouveau Tsugumi avec la scène problématique option GHB, heureusement sauvée de peu par Emiru. Peu de temps après, malgré un sauvetage par celle-ci, elle décide de reboucher le trou et de disparaître. Ils vont vérifier l'appartement et découvrir une lettre de départ, avec Makiko qui fera d'ailleurs sa dernière apparition. À ce moment-là, Tatsu comprend enfin qu'il aime vraiment Emiru. Au moment de partir, il reçoit un appel de Yuri, oui, surprenant, qui grosso modo permet d'enterrer la hache de guerre et de repartir sur de bonnes bases entre eux, puis après part pour aller rompre avec Madoka. En vrai, je trouve ça assez cruel pour le coup. Puis vision de Emiru où on la voit chez ses parents, papa, maman, Tsugumi et un portrait de son frère. Ensuite retour avec Tatsu qui arrive grâce à une adresse donnée par Makiko. On tombe sur Saki, une prostituée amie de lycée de Emiru. Après une course-poursuite, elle raconte le passé et donc on commence enfin à connaître le passé de Emiru. Accrochez-vous. En gros, Emiru était avant une fille joyeuse et heureuse. Elle pétillait de vie, cependant c'était pas parfait, car elle vit dans une famille recomposée, où sa belle-mère la déteste car pas à la hauteur, avec un père certes bien mais qui ne prend pas forcément sa défense. Cependant, elle vit avec son demi-frère, Tomoki, auquel la relation est vraiment incroyable. Elle est amie avec Tsugumi, qui est la future femme de Tomoki. Malgré des relations tendues dans la famille, Tomoki fait tout pour rendre Emiru heureuse. Regardez, elle lui a offert un tableau de lui qu'elle a dessiné, un portrait réaliste en plus. Oh, et pendant qu'elles prennent leur douche ensemble, il fait un trou dans le mur et l'œil du portrait pour regarder sa sœur quand elle se change. Oh, je vais appeler les flics. Tant qu'il a pas dit que c'était mon idée, moi ça me va. Au bout d'un moment, elle se rend compte et son frère l'engueule en disant qu'il mérite ça pour le protéger de sa mère et de ce monde cruel, et qu'il a besoin de sa dose de pureté. Bon, logique, Emiru prend peur et fuit, il la rattrape, elle se retourne, voit le visage d'un frère désolé, et va pour le pardonner et puis... En avant Marseille. Après l'enterrement, Emiru décide au KLM de dire la vérité à Tsugumi, qui, étrangement, apprécie pas trop, et qui du coup décide de détester Emiru. Après cela, on retrouve Tatsu qui, après un moment, trouve Tsugumi, puis trouve Emiru. Il annonce ses sentiments à Emiru qu'elle accepte. Puis pendant 7 chapitres, ce qui fait presque 3/4 d'un tome, on a quasiment que des scènes entre Tatsu et Emiru, qui jouent un peu. Avec une pause sur le chapitre 113 où on découvre que Emiru connaissait déjà un peu Tatsu, et a développé le fétiche après l'avoir vu accidentellement ce Jordan le Bardella. Puis on reprend, après on va avoir les pages pour se remémorer les gens, on voit les ex de Tatsu, puis on voit les amis, donc Makiko, Yone et qu'est-ce que vous foutez là tous les deux. Puis scène dans le cimetière avec une dernière discussion avec Tsugumi, pareil les rancœurs disparaissent, les excuses sont lâchées, puis notre dernière scène de sexe où Emiru demande à avoir un rapport devant la tombe de son frère. Moi je le fais tous les jeudis soirs avec ma vierge et mes 4 potes. Puis Emiru décide d'arrêter de jouer et quitte Tatsu. Elle jette son portable dans le canal et disparaît. Le dernier chapitre se passe 1 an plus tard. On trouve un Tatsu costard classe sortant du travail, un Yone book queue de cheval, une Makiko mariée et enceinte, on a une lettre de Yuri qui est en Italie pour le travail, une Madoka heureuse avec son nouveau copain. Tatsu décide de retourner voir dans son ancien appart. Il voit de la lumière dans le trou, se dirige dans l'appart d'Emiru, trouve Emiru et décide enfin d'arrêter de jouer et de se mettre en couple. C'est une happy ending et tout est bien, qui finit bien. Nozoki Hana est une œuvre qui reste dans les mémoires. Pour ma part, c'est le premier gros ecchi sérieux que j'ai connu et il m'a mis une claque à l'époque, notamment avec la personnalité des 2 protagonistes qui diffèrent de ce qu'on voit d'habitude. Entre un Tatsu au caractère pur, soucieux des autres, se remettant en question non-stop, et Emiru qui est perçue au départ comme une psychopathe froide, manipulatrice, ne cherchant qu'à coincer qu'un pauvre gars pour ses plaisirs, mais cachant aussi au fond d'elle une grande souffrance, une évolution des personnages et du relationnel fort intéressant. Avec une Emiru qui arrive aussi à avoir un côté humain et un Tatsu qui a parfois ses déviances. Le dessin, même si simple et facile par moments, reste efficace. Il y a un problème de tête où on voit que la dessinatrice galère pour créer plus de 10 têtes originales, et le simple changement de coupe nous fait douter, Makiko par exemple. Il arrive cependant à être efficace pour les scènes de sexe. Beaucoup vous diront qu'elles sont omniprésentes, mais je vous rappelle que c'est le but. Même si certaines sont pas utiles. Les scènes voulant apporter de la tristesse sont tristes, j'ai pleuré 2 fois perso. Les scènes drôles sont assez drôles, en tout cas ça fait souffler le nez quand il faut faire souffler le nez. Au final, l'œuvre n'a que 2 très gros défauts. Le premier, le moins pire, est le fait que de nombreux personnages soient créés pour des événements tertiaires, pour ensuite disparaître totalement. Ils sont tous utilisés seulement pour douter, améliorer ou modifier la relation entre Emiru et Tatsu, mais ensuite ne servent plus à rien.
Nanami, Ori, Makoto, Shisato, Nao, Toko, Takahata, le couple de la plage, même Shuko en vrai, même si on la voit quelques fois en plus. Mon plus grand regret est le fait que ça impacte aussi Yone et Makiko. Cette dernière arrive à revenir de temps à autre, mais perd beaucoup de place après son passage. Yone, s'il dure très longtemps dans l'histoire, il quitte l'aventure après son passage aussi. On ne les revoit que à la toute fin. Revoir certains personnages de temps à autre pour d'autres situations aurait été une bonne chose. La deuxième chose est le point sensible. Mon plus gros problème est de savoir si c'est pour dénoncer ou si c'est pour nourrir un fantasme malsain. Perso, j'ai été surpris et légèrement choqué de voir certaines scènes, notamment les passages où Tatsu se fait défoncer sans son consentement. Je n'ai jamais subi cela par chance, je n'ai jamais été infidèle et je n'ai jamais subi d'infidélité. Donc j'ai une vision neutre sur l'œuvre. Mais je comprendrais parfaitement que des gens ayant eu des atrocités ou de terribles expériences comme ça décident d'haïr l'œuvre, je comprendrais. Même si je n'ai jamais encore vu de critiques sur ça sur internet. J'aime énormément cette œuvre pour son histoire unique, ses personnages, ses plans, l'originalité du trou, pour tout ça, je pense qu'il mérite sa place dans mon top 3, à côté de SNK et Berserk. Donc au-dessus de DBZ et One Piece. Prochaine vidéo 1er avril sur High School of the Dead. Vendu! Allez, merci de votre soutien. A plus mes pervers. Ici, rien qu'ici, il y a le sexe.